Donc, nous allons aborder le 8e de nos petits cours. Alors, j'ai choisi de faire des cours d'une douzaine de minutes, de manière à ce que leur téléchargement ne soit pas trop long. Vous voyez, on m'a expliqué que c'était quelque chose qui était utile. Alors, moi, je connais bien l'air comprimé, je ne connais pas bien Internet, ça c'est moins mon truc. Je suis quand même un homme moderne, et si je n'utilise pas du PowerPoint, c'est parce qu'on a démontré que ce type de présentation, avec un gars qui écrit, qui fait des schémas, et puis d'autres qui refont ces schémas à la main, est plutôt favorable. Alors bien évidemment, on aura aussi quelques documents qu'on mettra sur Internet de manière peut-être plus soignée, vous voyez. Mais à vrai dire, ce ne sera pas forcément des schémas comme ça, ce sera juste à titre de résumé qu'on les mettra sur Internet. Mais nous aurons des photos commentées, hein, c'est le genre de choses, parce que ce qui va manquer aujourd'hui pour les débutants qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'un sécheur par adsorption, ils ne l'ont pas visualisé, sécheur photographique, ça les inquiète un peu. Donc c'est vrai qu'on arrive dans une partie où ce qui est vraiment utile à l'ingénieur, qui sont ces schémas, laisse quand même un peu décontenancé un débutant qui aimerait peut-être qu'on lui dise qu'est-ce qu'il y a dans le sécheur photographique. Pour l'instant, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche, on en parlera plus tard, vous voyez, bientôt. Mais je voudrais dans un premier temps qu'on réfléchisse aux fonctions de ces machines, sans s'intéresser trop à leur fonctions techniques. On va se concentrer sur leur utilité. Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui ressemble en fait à de la théorie des graphes, à de la recherche opérationnelle. Et c'est un point sur lequel je dirais aller trop vite va nous faire nous concentrer sur le comment du fonctionnement d'une installation d'air comprimé et pas sur son pourquoi. Or, quand l'installation est en panne, c'est important de pouvoir analyser, bien sûr, le fonctionnement du sécheur photographique. Si c'est lui qui est en panne, ça va aller très vite, mais ça, en général, les techniciens d'exploitation jettent un coup d'œil sur la notice technique et savent à peu près comment ça fonctionne, même s'ils n'ont pas suivi ma formation. Ils ont échangé avec les gens qui l'ont installé, ils ont expérimenté une panne ou deux. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, voilà, c'est en panne parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que, par exemple, il y a trop de débit ou un réseau sous-dimensionné qui occasionne des chutes de pression. Il y a un certain nombre de problèmes qui apparaissent. Donc, nous allons nous concentrer sur ce qui est un peu la partie abstraite de notre travail d'audit et de votre préparation à la conduite et à la conception. Ensuite, il y aura donc des photos commentées, des schémas commentés et probablement des résultats de mesures commentées qui sont les parties que nous mettrons sur Internet aussi vite que nous pourrons. Ça va dépendre un peu de notre capacité à faire des vidéos. Aujourd'hui, on est le 1er septembre 2014. Hier, c'était dimanche, j'ai fait une douzaine de petits cours de 12 minutes. Je recommence aujourd'hui, donc soyez un peu patients. Je ne peux pas vous expliquer tout de suite, dans la structure de ce cours, comment fonctionne en détail le sécheur frigorifique. C'est un point qu'on verra plus tard, voyez, et que vous pouvez voir en consultant l'Internet, les fabricants de sécheurs. On va examiner, toujours dans notre souci d'évaluer 3 critères qu'on a choisis comme étant ceux qui intéressent souvent les clients de la société études d'air comprimé. On va choisir le deuxième critère. Pour l'air comprimé, ce qui les intéresse, c'est les chutes de pression. Le risque de chute de pression, ça intéresse tous les industriels, parce que quand la pression chute, les machines marchent moins bien. Vous voyez, les vérins ont des déplacements avec des hystérésistes, et on a l'impression qu'ils tardent à se déplacer, la machine se coince, vous voyez, parce que tout d'un coup, elle se met en sécurité. Quelquefois, ça fait des mini pertes de productivité, des petites pertes d'une demi-minute ou une minute de productivité qui sont souvent liées à une pression un peu trop basse ou à une présence d'eau dans des distributeurs de vérins. On peut avoir des soucis beaucoup plus sérieux quand on a de l'eau dans la vanne de régulation. Donc on a mis un séchage par absorption qui est coûteux en énergie. On va voir maintenant comment tout ça affecte la question des chutes de pression. Alors le schéma qui est là est sympathique pour un point, vous voyez. Et donc il est intéressant de voir de temps en temps un bon schéma avant de chercher à critiquer des schémas qui pourraient présenter des problèmes. Pourquoi ce schéma présente un intérêt?
On a un séchage phréatique on a dit que c'était peut-être 3000 m3, vous voyez, et qui alimente le gros des consommations de cette usine, filtre à manche, vérin et vanne de régulation. Et on a mis ici un sécheur qui produit une température de rosée beaucoup plus basse. Là, si on la mesure, et on pourrait la mesurer, ce serait utile ponctuellement ou même à poste fixe. Température de rosée environ égale à moins 20 degrés Celsius sous pression. C'est ce qu'on obtient avec les sécheurs les plus simples, les sécheurs sans chaleur. On verra ces technologies différentes. On peut descendre à moins 40, à moins 70 degrés Celsius sous pression. Mais pour des vannes de régulation, du moins 20 pourrait être suffisant. Et on consomme de l'air de régénération. On a également une perte de pression. Alors la perte de pression sur ce sécheur peut être un élément important. On a un ou deux filtres en entrée de sécheur et on a un filtre dépoussiéreur à la sortie. On peut très bien perdre 1,5 bar, 2 bars sur cette installation de séchage et de filtration. Alors justement, dans le cas des vannes de régulation, en général, la perte de pression pour un petit débit, on a estimé à 200 ou 300 m3 peut-être, vous voyez, pour un ensemble de vannes, à la limite, on s'en fiche, puisque de toute manière, on va détendre cet air comprimé à 1,2 ou 1,5 bar avant de l'utiliser. Donc, la perte de pression occasionnée par ce sécheur est tout à fait importante. C'est inévitable, mais elle est limitée. Au contraire, si on avait été très rigoureux, trop rigoureux, si on a fait peut-être de la surqualité, qu'on a mis le sécheur phréatique suivi par un sécheur par adsorption, si on avait fait ça, on aurait sans doute été forcé d'utiliser à la place de compresseur, on a supposé que c'était du 7 bar, vous voyez à peu près, 6 bar 5, on aurait sans doute été forcé de mettre un compresseur à 10 bars, vous voyez, parce qu'on aurait eu en série des pertes de pression, ici de 200-300 millibars sur le sécheur, peut-être avec un filtre qui le protège, un filtre un peu grossier qui le protège, mais sans doute 1,5 bar sur le sécheur par adsorption qui aurait suivi, plus les pertes de pression du réseau, etc., on aurait fini par plus avoir assez de pression pour les vérins. Donc si nos vérins sont dans un endroit chauffé, qui ne récupèrent pas trop d'énergie mécanique et qui n'abaissent donc pas trop la température de l'air comprimé lors de sa détente avec fourniture de travail, eh bien je dirais ça paraît raisonnable de ne sécher qu'une partie. Si on avait séché la totalité, c'est-à-dire 6 fois plus, on aurait eu ici peut-être 500 m3 d'air de régénération, vous voyez. On aurait été forcé d'avoir des compresseurs à pression plus élevés, et ça aurait présenté pas mal d'inconvénients. Alors dans cette installation-là, on va quand même noter qu'on n'a pas forcément résolu parfaitement la question de l'eau dans l'air comprimé. Voilà. Il faut le dire. Si on a ici des conditions ambiantes négatives, une température ambiante négative, on peut avoir des problèmes de formation de condensat à l'entrée du filtre à manche ou dans le filtre à manche. Les vérins, on peut avoir à l'échappement du vérin un bouchon de glace qui se forme, surtout en hiver, et surtout si le vérin travaille beaucoup en fournissant beaucoup d'énergie mécanique. Donc on a fait une amélioration pour quelque chose qui est jugé stratégique, mais qui n'est pas quelque chose de parfait. Voilà. Alors, c'est un élément qu'on peut considérer comme, incomplet. Voilà. Donc, beaucoup de gens vont avoir tendance à préférer, si c'est une usine pharmaceutique, par exemple, dire, ben voilà, on sèche tout, on le sèche 2 fois, vous voyez. Donc, c'est une réflexion à avoir en termes d'investissement, en termes de consommation d'énergie, la consommation d'air de régénération, ou d'apport thermique, ça le remplace dans certains cas, en termes de perte de pression, il y a une réflexion à faire, et dans ce cas-là, je dirais que nous ne pouvons pas avoir, nous, autre chose qu'un rôle d'aide à la décision. Nous appliquons des méthodes de la recherche opérationnelle, et le choix des critères d'optimisation et le privilège du client. C'est dans le code de déontologie des chercheurs opérationnels qui a été énoncé en France par les ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers, eh bien, on doit laisser le client maître de choisir quels critères il veut privilégier, énergie, stabilisation de pression, qualité de l'air comprimé,
pour toutes les machines ou seulement pour certaines. Donc on voit ici qu'une solution technique ne peut pas suffire à emporter la décision. La décision dépend des critères d'optimisation du client, et ces critères peuvent être tout à fait secrets. Vous voyez, il peut arriver que le client décide de ne pas donner ses choix, ses critères de décision. Je dirais que dans le domaine de l'air comprimé, heureusement, on a rarement des questions trop alambiquées, trop secrètes. Les gens ont plutôt des incertitudes sur ce qu'ils veulent vraiment, vous voyez. Mais on pourrait imaginer d'autres critères de décision, peut-être la protection de l'environnement, peut-être un critère d'image, pourrait pousser par exemple ici à mettre des compresseurs non lubrifiés, vous voyez, qui ne sont pas forcément utiles pour cette application-là. On pourrait imaginer d'avoir un séchage par absorption pour la totalité de l'air, et il existe des séchages par absorption qui sont relativement moins coûteux, qui assurent la régénération en tout ou partie par récupération de chaleur sur des compresseurs à vis sèche ou à piston sec, ou à piston non lubrifié. Et donc, je voulais vous montrer à l'issue de ce 8e cours, si je ne me suis pas trompé dans ma numérotation, qu'on commence à avoir une installation qui est assez complète, à l'exclusion du comptage. Souvent, il n'y a pas de comptage du tout dans une installation réelle, et c'est quand on le met qu'on commence à avoir des soucis. Mais vous avez une petite idée, je dirais, de la manière dont ces 3 critères qui sont les plus fréquemment pris en compte dans nos études, il y en a d'autres, comment employer du personnel qu'on a, vous voyez, ça c'est un critère qui est vachement important dans pas mal d'études. On a du personnel, on ne souhaite pas les licencier, on va essayer de les occuper en prenant en charge par exemple la maintenance des compresseurs et la conduite des installations. Le choix des critères d'optimisation est le privilège du client. Voilà. Si vous souhaitiez nous contacter, on va continuer bien sûr à vous présenter d'autres schémas. Chaque fois qu'on aura un peu de temps, le soir, après avoir un peu travaillé, eh bien, vous pouvez nous contacter sur airprofil.com. Airprofil.com, c'est le site internet de la société EAC, études d'air comprimé, airprofil.com. Moi, je suis François Bouteille, et mon téléphone est le 06 12 156 155. Voilà, on fait le plus 33 si vous êtes à l'étranger. Voilà, vous trouverez assez facilement nos coordonnées. J'espère que ces petites introductions, qui sont ce qu'on peut faire par petites tranches de 12 minutes, c'est une discipline pour moi qui n'est pas facile, vous seront un peu utiles. Et si vous êtes intéressé, encouragez-nous à continuer et faites-nous vos suggestions et peut-être participez avec nous à l'élaboration de ces cours en ligne dans des domaines où vous auriez des spécialités. Nous, on pense que l'information peut être gratuite dans certains cas. Ça paraît adapté. J'ai suivi beaucoup de cours des universités américaines par Internet et je pense que c'est normal de donner aussi un peu d'informations de temps en temps. Voilà. Je suis à votre service et je vous remercie pour votre attention.